Il y a, figurez-vous, une station-service Elf qui n'a pas bougé depuis 1990 et qui, déjà, à l'époque, avait l'air démodée, c'est vous dire. Un jeune abonné de cette chronique, âgé de 20 ans, me demandait l'autre jour de parler de la vie sociale pendant ma jeunesse. Et ben, en voilà un petit morceau. À 30 ans, j'étais déjà installé à Campagnol. On faisait le plein à cet endroit, même si c'était plus cher. Et quand on voulait remplir le réservoir de son vélomoteur ou de sa moto avec du mélange, on pompait à la main. Et quand on sortait l'avion à l'aérodrome, à l'aéroclub local, un tout petit avion à 2 places, sans radio, dont la queue traînait dans l'herbe avec une roulette du genre chariot de supermarché, eh bien, on faisait le plein en pompant aussi. Pire, on démarrait cet avion à la main, il fallait un type aux commandes et un type qui lançait l'hélice. À l'époque, parmi ceux qui avaient leur brevet de pilote, il y avait des menuisiers, des instituteurs, et ils volaient dans des avions ordinaires, c'est-à-dire pas prétentieux du tout. Mais justement, à cette époque, la France de Mitterrand est celle où, pour reprendre une expression très locale, les gens ne se sont plus sentis pisser. Alors vers 1989, le président du Conseil général, maire de la ville locale, bientôt ministre de Chirac, a trouvé que ce serait chic de subventionner l'aéroclub pour qu'il achète 2 nouveaux avions, un de 4 places et un de 6, afin de pouvoir se faire conduire, lui et ses copains maires, un peu partout aux frais du contribuable. Et le résultat est que nous, c'est-à-dire les petits pilotes qui avions déjà un peu de mal à payer les 300 francs de l'heure que coûtait un avion modeste, eh bien nous avons été privés de cet avion de pauvre, le Jodel 115, qui a été revendu. Et pour la plupart, en quelques années, nous avons abandonné les uns après les autres le pilotage dont l'heure était passée à 700 francs, c'est-à-dire plus de 100 euros. Là, je vous parle donc du pilotage que pouvaient pratiquer les gens simples. Le garagiste, qui avait une quarantaine d'années et qui s'appelle Émile, car il est toujours vivant, était le trésorier de l'aéroclub et il pilotait là aussi. Il a démissionné quand le député a fait vendre le seul avion accessible au petit budget, là, et peu après, dans la vie de cet Émile, tout a dégringolé. Sa femme l'a quitté, peu après encore la station-service est devenue déficitaire, il a cessé toute activité de distributeur d'essence, mais il a tout maintenu en l'état, et là c'est vraiment un cas d'école, il y a encore les carnets à souche derrière la vitrine, les horloges Antar, les calendriers Michelin de 1989, il n'y touche plus, et plus personne n'entre dans la boutique. Alors il y a plusieurs mystères autour de ce musée de la distribution d'essence. Le premier, c'est pourquoi personne ne l'a obligé, cet Émile, surtout après la mort de son père, à enlever les cuves, les pompes et tout ça. Et dans le pays, on dit que c'était trop cher, mais on dit surtout qu'Émile en sait tellement sur les politiciens de l'endroit que personne n'a eu intérêt à le rendre furieux. La deuxième question, c'est de quoi a-t-il vécu? En fait, aujourd'hui, il est retraité, mais de 40 à 60 ans, il a bien fallu qu'il gagne sa vie. Alors d'une part, si j'ai bien compris, il a continué à faire de la mécanique générale, et je crois qu'en outre, il restait agréé pour l'aviation, mais d'autre part, et surtout, il avait quelques biens immobiliers, un terrain par-ci, un terrain par-là, 2 petits appartements dans la ville voisine qu'il louait, une maison à Rodez qu'il a vendue il y a 10 ans, et tout ça l'a aidé à vivre. En 2010, son fils unique a eu 20 ans, un fils que sa mère avait emmené sur la côte avant de se remarier et qui n'avait pratiquement pas revu. Ce fils est venu le revoir pour lui faire explicitement le reproche de dilapider ce qu'il aurait pu lui laisser. Alors vous imaginez combien le père a été blessé par cette démarche, par cet égoïsme, mais il m'a dit « sa mère était déjà comme ça, c'est pas sa faute ce pauvre garçon ». Donc il lui trouvait des excuses, et c'est là que j'en viens au troisième mystère à propos de cet Émile. Il a quand même connu bien des déboires, des choses humiliantes. Il a subi le mépris parce qu'il était cocu, puis l'égoïsme de sa femme, puis la convoitise un peu hargneuse de son fils. Il a perdu sa licence de pilote, qui était pourtant sa grande passion, et pourtant dans sa station-service fantôme, là, il rit tout le temps, il est jovial, sa casquette toujours vissée sur la tête. Et il dit qu'il n'en veut à personne parce que les gens sont nés comme ça, c'est dans leur gène. Et il ajoute, moi j'ai eu la chance de pas me faire du souci alors que j'ai eu pas mal d'emmerdes, et alors qu'il y en a qui sont vernis comme il n'est pas permis, eh bien ils sont dépressifs quand même. Alors pour que le tableau soit complet, là c'est moi qui parle, j'ajoute que j'ai dîné à Paris il y a 20 ans avec le fameux député qui était devenu ministre et qui avait acheté des avions trop grands. Il m'a dit, sous des dors bon enfant, là ce garagiste c'est le type le plus renseigné que je connaisse, il connaît tout le monde, c'est un mafieux. On l'a soupçonné même d'abriter des gens qui venaient de commettre un casse et on a essayé de le coincer, mais on n'a jamais pu. Je lui ai demandé, mais à quoi tu vois que c'est un méchant? Ben, est-ce que personne n'ose s'attaquer à lui? Alors j'ai dit au député une simple supposition là, et s'il était plutôt ce qu'on appelle une gentillesse désarmante, ça expliquerait tout, non? Et là j'ai bien vu que pour un député maire, président du Conseil général, ancien ministre de Jacques Chirac, la gentillesse c'était un mythe complet. Abonnez-vous, merci.